je dirais d'abord l'isolement du pouvoir, c'est-à-dire que celui qui est au sommet de la pyramide, même s'il n'a pas une conception tyrannique de son pouvoir, s'il assume la position qu'il a, à savoir celui qui doit décider, qui doit fixer une ligne ou un cap clair, comme on dit aujourd'hui, eh bien, il y a une solitude là-dedans. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode d'Enquête d'Axio, un podcast réalisé à l'université Rennes 2 par les étudiantes de la licence Humanité. Vous y entendrez Cédric Michon, historien de la Renaissance, avec qui on dressera des ponts entre les royaumes européens d'hier et la politique contemporaine. Que nous apprennent les dynamiques de pouvoir qui s'exercent au XVIe siècle, sous François Ier en France, sous Henri VIII en Angleterre, dans les conseils des princes? Quels mécanismes intemporels en ressortent? En somme, faut-il attendre de l'histoire qu'elle nous donne des leçons de politique? Un épisode d'Enquête d'Axio réalisé par Irène L, Élise Touron et Emma Guyomard. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous dire sur quoi vous avez travaillé ? Donc, je m'appelle Cédric Michon, je suis historien, donc spécialiste de l'histoire politique de la Renaissance, avec une spécialisation sur la France et l'Angleterre en particulier, la France de François Ier et l'Angleterre d'Henri VIII. Et au-delà de ça, je travaille sur la question du pouvoir et des conseils des princes, notamment à la Renaissance. Et donc, au-delà de la France et de l'Angleterre, j'ai pas mal travaillé également sur l'Italie, sur l'Espagne, un peu sur le Saint-Empire romain germanique, et puis un petit peu également sur l'Empire ottoman. Vous vous êtes particulièrement intéressé à la figure d'Henri VIII, dont l'histoire est selon vous une des meilleures que l'on puisse raconter. Vous lui avez d'ailleurs dédié une biographie. Pourquoi un tel intérêt pour ce personnage ? C'est un intérêt second, en fait. C'est-à-dire que le personnage qui m'intéressait véritablement au départ, c'était François Ier. Voilà. Et donc, c'est par François Ier, en fait, que je suis entré en histoire moderne, en histoire de la Renaissance. Et c'est vrai que quand on travaille sur François Ier, il y a une telle concurrence pendant quasiment 30 ans entre les deux, effectivement, que j'ai été amené à m'intéresser à Henri VIII. En travaillant sur François Ier, je me suis aperçu que c'était un roi qui était beaucoup moins couillon qu'on a pu le dire, puisque c'est vraiment l'image qu'il a. Et en fait, c'est un personnage assez sympathique. Alors, sympathique, ça veut tout et rien dire. Sympathique, ça ne veut pas dire gentil, mais ça veut dire sympathique. Je me rappelle une fois d'avoir entendu Hubert Védrine parler de Jacques Chirac en disant que c'était un personnage, il pouvait faire ce qu'il voulait, il était sympathique. On pouvait ne pas aimer sa politique, mais voilà, il y a des gens comme ça qui sont sympathiques. Ce qui est le cas de François Ier. Et Henri VIII, c'est différent en fait. Henri VIII, c'est un personnage qui est peut-être plus intéressant, plus complexe en fait que François Ier, sans doute en partie parce qu'il est fou, voilà. Enfin qu'il le devient à minima. Et en fait, c'est un personnage, quand j'ai publié effectivement cette biographie sur lui, plus je travaillais, alors même que je le connaissais depuis longtemps, plus je le trouvais effrayant et antipathique, on va dire. Voilà. Donc on ne pouvait pas m'accuser, on accuse parfois les biographes d'être trop empathiques avec leur sujet. Je ne crois pas que ce soit le cas sur François Ier, mais à la limite, on pourrait me le reprocher. En tout cas, on ne peut pas me le reprocher sur Henri VIII. Vous parlez de la folie que vous avez trouvée en étudiant ce souverain anglais de la Renaissance. Est-ce qu'elle vous paraît assimilable à celle de gouverneurs contemporains ? Il y a des choses différentes, en fait, effectivement. La question est importante. Donc moi, je ne suis pas psychologue, je suis encore moins psychiatre, je ne suis pas non plus psychanalyste. Donc c'est vrai que je ne pose pas un diagnostic sur la personnalité d'Henri VIII. Et des spécialistes pourraient essayer de le faire, mais c'est sûr que je pense que ça n'est pas dans la déontologie du psychiatre de poser un diagnostic à 500 ans d'écart sans avoir vu le patient. Mais quand même, il y a des choses qui peuvent apparaître. On pourra éventuellement peut-être revenir là-dessus si ça vous intéresse. En revanche, il y a quelque chose qui n'a pas trait à la folie, qui est la manière en fait dont le pouvoir transforme. Et le pouvoir peut transformer de diverses manières. Et donc tout à l'heure, quand je me suis présenté par ce qui est mon essence première, c'est-à-dire un universitaire, historien, spécialiste donc de la Renaissance. Mais dans ma carrière, j'ai eu 5 ans
un peu à part, où j'ai dirigé les presses universitaires de Rennes. Et où là, j'ai pu découvrir à un petit niveau ce que c'était que le pouvoir. Alors, on peut dire éventuellement un petit peu le pouvoir d'un directeur d'une maison d'édition, mais qui est quand même assez limité, parce que c'est un système qui fonctionne avec un conseil, un comité éditorial, etc. Mais je dirais, les gens qui ont le pouvoir à l'université, les présidents d'université, les vice-présidents d'université, et j'ai vu un certain nombre de choses très simples et qui, je pense, peuvent être appliquées, on va dire, à toute situation de pouvoir, qu'on soit patron d'une PME, qu'on soit président d'une université, qu'on soit patron d'une multinationale, président de la République. Et il y a plusieurs choses qui sont... je dirais d'abord l'isolement du pouvoir, c'est-à-dire que celui qui est au sommet de la pyramide, même s'il n'a pas une conception tyrannique de son pouvoir, s'il assume la position qu'il a, à savoir celui qui doit décider, qui doit fixer une ligne ou un cap clair, comme on dit aujourd'hui, eh bien, il y a une solitude là-dedans. La solitude, encore une fois, c'est pas l'égocentrisme, c'est pas être obsédé, enfin être convaincu qu'on a raison, hein, c'est simplement être celui qui assume ses responsabilités après avoir consulté, écouté, etc. Donc la solitude, c'est quelque chose de pesant. Et donc en fait le pouvoir transforme, c'est-à-dire que dans ma carrière j'ai pu voir des collègues extrêmement sympathiques, extrêmement joyeux et qui arrivaient aux responsabilités en fait pouvaient devenir cassants, colériques. Ils n'avaient pas changé de personnalité, mais ils avaient du mal en fait à gérer la pression, et qui était éventuellement une pression qui était réelle, hein. C'est-à-dire que être vice-président d'une université, dans certains contextes, ça peut être quelque chose de vraiment lourd. Être président d'université, être doyen du FR dans des situations complexes, c'est quelque chose de lourd. Donc, je dirais que tout le monde n'est pas fait pour occuper des positions de pouvoir. Et puis, vous avez autre chose qui est plus classique pour le coup, qui est d'être grisé par le pouvoir. Et j'ai envie de dire d'ailleurs que moins on en a, plus on est grisé. En fait, c'est assez fascinant de voir des gens qui croient qu'ils ont du pouvoir parce que dans le petit bocal dans lequel ils ont pu évoluer jusque-là, ils n'avaient pas cette once de pouvoir. Et donc, dans un contexte renaissant, dans un contexte dans lequel le pouvoir politique est un pouvoir qui est conçu comme de droit divin, c'est pas forcément théorisé comme ce le sera au XVIIe siècle en France, mais l'idée, grosso modo, est la même. Quand vous êtes fils de, petit-fils de, ou petit-neveu, ou héritier légitime, quoi qu'il en soit, de la couronne, et que vous vous retrouvez donc au sommet de la pyramide, que cette pyramide soit le royaume de France, soit le royaume d'Angleterre, ou soit le duché d'Urbino, eh bien, effectivement, vous avez la conviction que vous êtes à votre place et que vous n'êtes pas un homme ordinaire. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai, c'est ce que je disais dans un livre que j'avais publié avant ma biographie d'Henri VIII, qui s'appelait « Dans la cour des lions », sur les conseillers des princes à la Renaissance, c'est que c'est vrai que mes 5 ans à la direction des presses universitaires de Rennes ont changé en fait mon approche du pouvoir, puisque pour la première fois de ma vie, j'étais confronté à cette question du pouvoir, qui n'était pas forcément grand, encore une fois, mais qui existait, et en tout cas qui intéressait une bonne partie des interlocuteurs avec lesquels je travaillais. Alors, est-ce qu'il serait juste de dire que le pouvoir peut rendre fou ? Alors, le pouvoir isole, le pouvoir peut rendre fou. Effectivement, la question, il y a plusieurs questions, en fait. Il y a la question de comment va-t-on gérer la pression ? Encore une fois, c'est pas que le pouvoir politique, hein. Il y a une arrogance des grands patrons, il y a une arrogance comme ça en plus des gens qui peuvent réussir. C'est-à-dire que peut-être que le pire, c'est comme d'ailleurs pour les grands champions sportifs, le pire, le plus difficile, c'est de réussir. C'est-à-dire que gérer un succès, c'est peut-être plus dur encore que de gérer un échec. Et de ce point de vue-là, moi, il me semble que dans le cas de François Ier, par exemple, François Ier a payé très cher sa victoire de Marignan. Cédric Michon fait ici référence à la bataille de Marignan qui a eu lieu en 1515 et dont la mémoire a été très exploitée à travers les siècles.
Dans le contexte des guerres d'Italie, François Ier a des prétentions sur le duché de Milan, et donc du 13 au 14 septembre 1515, l'armée française combat dans le sud-est de la ville de Milan. Il en résulte une victoire relative face aux guerriers suisses en présence qui prétendaient aussi au duché. Bref, revenons-en. François Ier a payé très cher sa victoire de Marignan. C'est-à-dire que le désastre de Pavie de 1525 est un désastre qui, je pense, s'explique très largement par la victoire de Marignan. En ce sens que la victoire de Marignan est une victoire, comme il y en a un certain nombre d'autres dans les décennies qui précèdent, mais c'est une victoire qui met un terme à une série de défaites, qui inaugure un règne nouveau d'un roi jeune, et après 1515, en fait, jusqu'à 1525, quasiment, en Italie, pendant 10 ans, il n'y a quasiment que des défaites. Et je dirais, si vous êtes... Alors, c'est facile ce que je vais dire là, je ne dis pas que François Ier est un mauvais roi de ne pas avoir vu ça, puisque moi, je connais l'histoire, c'est quand même un peu plus confortable que la sienne. Mais quand, pendant 10 ans, vous n'avez connu quasiment que des défaites, je dirais, il y a deux hypothèses. Il y a une première hypothèse qui est que les affaires ont été mal gérées pendant 10 ans, et qu'il faut simplement bien les gérer et qu'on pourra retrouver la victoire. Ou alors, une autre analyse qui est que la politique n'est pas bonne. C'est-à-dire que c'est le cap fixé qui n'est pas bon. Et François Ier, en 1524, au moment où il repart pour Marignan, plutôt que de prendre ses pertes, comme on dirait dans le monde des affaires, de dire « Ok, bon, ça va faire 9 ans qu'on fait un peu n'importe quoi, on arrête la politique italienne », eh bien, il y va lui-même avec tout le meilleur de sa cour. Et donc, je pense qu'il fait une erreur d'analyse, qu'il va d'ailleurs, sur laquelle il va ajouter une erreur tactique à la fin, au moment de la bataille de Pavie à proprement parler, lorsqu'il va charger à la tête de sa cavalerie lourde et faire taire ses canons, et puis voir toute sa cour massacrée et lui être fait prisonnier. Voilà, ça je pense c'est une mauvaise gestion du succès de 1515 qu'il a analysé de manière... qu'il a pris trop au sérieux, alors que ce succès de 1515 n'est pas un si grand succès que ça, et que ça ne change rien au fait qu'il est difficile pour la France de tenir des positions en Italie, même si l'ambition de le faire est là. Et est-ce qu'on peut, sans commettre d'outrage anachronique, assimiler ça à des phénomènes politiques, à des personnalités politiques contemporaines ? Oui, encore une fois, je pense que le pouvoir est le même partout, à n'importe quelle époque. Simplement, on a effectivement des personnalités qui sont des personnalités différentes. Mais les mécanismes sont les mêmes. Et ça, je crois que c'est... pour le meilleur et pour le pire, une des grandes réalités, on va dire, de l'histoire de l'humanité. Je lisais il y a quelque temps une biographie de Cicéron, et cette biographie a en fait montré qu'est-ce que c'est que la vie de Cicéron. C'est la vie d'un homme dans les derniers siècles des dernières décennies plutôt de la République romaine, à un moment où les citoyens romains ont perdu la confiance qu'ils avaient dans leurs élites, à un moment où il est plus possible de discuter lorsqu'on n'est pas d'accord sans se taper dessus, et à un moment où il y a une tentation pour régler les problèmes de l'homme autoritaire. Et ça, c'est la Rome des dernières décennies du dernier millénaire avant Jésus-Christ. C'est la situation de la France d'aujourd'hui, c'est la situation d'un certain nombre de pays européens, c'est la situation des États-Unis. Voilà. Donc je pense que oui, on peut tisser des liens pour cette raison-là, c'est-à-dire que ce sont les mêmes choses qui se rejouent tout le temps. Et c'est vrai que c'est une des grandes idées qu'on répète, notamment pour justifier l'enseignement de l'histoire, par exemple, en disant que le passé, ça devrait permettre d'empêcher les erreurs. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, en ce sens que c'est comme avec les enfants. Hein. On sait bien qu'il faut que les enfants fassent leur propre apprentissage. On ne peut pas faire l'économie de l'erreur que nous, on a faite. Moi, j'ai fait cette erreur-là, donc on ne la fait pas. Si, peut-être que le passage obligé, c'est de la faire. Le problème, c'est que les enfants, c'est des erreurs qui ne sont pas forcément à conséquences très graves. Lorsque les hommes se mettent nombreux pour faire leurs erreurs, ça peut être très grave. Mais je dirais donc, dans le meilleur des cas, l'histoire peut être le moyen
de comprendre ce qui s'est passé et d'éviter les erreurs. Dans les cas médians, c'est de réussir à résoudre des erreurs ou des problèmes qu'on a rencontrés. Et puis, dans le pire des cas, c'est a posteriori, c'est de comprendre ce qui s'est passé en disant « Ah bah oui, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé il y a 200 ans ici, ce qui s'est passé il y a 500 ans là, etc. » Et si on resserre cette affaire sur un plan personnel, est-ce que le fait d'avoir de nombreux exemples historiques de pouvoir et de démesure, ça vous a gardé de toute démesure dans votre pouvoir aux presses universitaires de Rennes ? Alors, j'avais pas le même pouvoir, mais c'est vrai que, pour répondre très précisément à ce que vous dites, alors, comparaison n'est pas raison, mais il n'empêche. C'est vrai que lorsque j'ai pris la direction des presses universitaires de Rennes, je venais de terminer plusieurs années de travail personnel et collectif sur la question des conseils à la Renaissance. Et dans les théories du conseil, telles qu'elles sont définies à la Renaissance et telles qu'elles sont pratiquées par François Ier notamment, il y avait des principes qui me paraissent assez bons et que j'ai appliqués, voilà, donc dans un contexte qui n'a rien à voir, avec des enjeux qui n'ont rien à voir. Et c'est des principes qui sont assez simples. Alors, qui est l'idée, encore une fois, qu'on ne peut pas gouverner seul. C'est-à-dire que on est quand même compétent sur pas grand-chose dans la vie, et donc c'est très certainement en s'appuyant sur la compétence des autres que, même si on est au sommet d'une petite ou d'une grande pyramide, qu'on peut faire des choses intéressantes. Donc, pour les presses universitaires de Rennes, vous avez une dimension intellectuelle, on va dire, c'est celle à laquelle j'avais été formé en tant qu'historien. Voilà, j'avais lu des livres, j'avais publié des livres, etc. Mais c'est un éditeur universitaire, il y a aussi des dimensions très concrètes qui sont, par exemple, la question de la mise en page des livres, d'un calendrier de mise en page. Donc, si vous croyez savoir, vous allez au désastre. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que l'équipe avec laquelle vous travaillez est capable d'absorber en termes de mise en page, de nombre de livres, etc., c'est la catastrophe. C'est-à-dire que vos livres ne sortent pas, sortent très en retard, sont mal faits, etc. Donc voilà, ça c'est un premier type de compétence. Et deuxième compétence, c'est la commercialisation des livres, puisque les livres sont je dirais, un livre qui n'est pas lu, c'est quand même un livre qui ne remplit pas la totalité de sa fonction, pour le dire simplement. Et donc c'est vrai que dans la direction des presses universitaires de Rennes, au moins sur ces deux aspects, eh bien, je travaillais main dans la main avec les personnes responsables de ces services et les gens même de ces services. Donc la première chose, c'est on ne gouverne pas seul. On s'entoure de gens qui sont compétents dans des domaines dans lesquels on n'est pas compétent. La deuxième chose, je dirais, très importante également, c'est qu'on s'entoure de gens de profils différents. C'est-à-dire que c'est assez facile de s'entourer de gens qui pensent comme vous, et dans ces cas-là, vous avez l'illusion d'un gouvernement par conseil. Simplement, les gens pensent comme vous, donc vous allez dans la même direction. Donc, il faut des profils différents. C'est ce que dit Philippe de Comines, par exemple, à la fin du XVe siècle. Il dit, dans un conseil, il faut des vieux et il faut des jeunes. Il faut des vieux qui connaissent les choses et il faut des jeunes qui peuvent bousculer un peu. C'est-à-dire que si on n'est que entre vieux, on va ronronner et refaire la même chose. Si on n'est que entre jeunes, on n'a pas l'épaisseur, même la maturité, la sagesse, et donc on refait les erreurs qu'ont fait les vieux en leur temps lorsqu'ils étaient jeunes. Il faut des bourgeois, il faut des nobles dans la société du XVIe siècle. Mais il insiste sur quelque chose de très important. Ce que dit Philippe de Comines, c'est que le politique doit toujours dominer le technique. C'est pratiqué par François Ier, qui s'entoure de gens très bons, que ce soit le grand maître de l'artillerie, que ce soit l'ancêtre du surintendant des finances Semblancet, le chancelier Antoine Duprat, mais il n'y a jamais aucune ambiguïté sur le fait que c'est François Ier qui décide. Donc on n'est évidemment pas dans un système démocratique ou même dans un système, je dirais, d'une université ou d'une maison d'édition, dans un système autocratique. Mais il faut assumer, lorsqu'on a accepté des fonctions,
au sommet d'une petite ou d'une grande pyramide, il faut accepter de remplir ces fonctions. Il ne faut pas chercher à faire plaisir à tout le monde. Il ne faut évidemment pas, ça c'est une autre chose évidemment, mais c'est pas évident, mais il ne faut pas être au service de ses petits copains, de ses amis. Voilà, il faut rouler pour l'intérêt collectif. Et tout ça, en fait, c'est théorisé par ces conseillers des princes à la Renaissance, ces théoriciens du Conseil. Voilà. Évidemment, c'est assez difficile à faire. Moi, j'ai toujours coutume de dire que dans les systèmes démocratiques, celui qui est responsable in fine de la situation, c'est le peuple. Alors, je ne suis pas non plus naïf. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus puissants que d'autres. Je sais que la corruption existe. Je sais également que dans le monde, il y a beaucoup plus de gens intelligents que de gens courageux. Que c'est un problème parce que voilà, des gens qui comprennent la situation, des gens qui voient les choses avec lucidité, il y en a beaucoup. Des gens qui ont le courage de dire non lorsqu'ils risquent quelque chose. Et d'ailleurs, pas forcément grand-chose, on n'a pas besoin de risquer grand-chose pour rester silencieux dans son coin. Il y en a beaucoup. Malgré tout, dans un système démocratique, encore une fois, on est libre, enfin on est censé à minima être libre des choix que l'on fait. Et je vais prendre un exemple tout bête, très contemporain. Vous avez une élection américaine qui vient d'avoir lieu, avec des problèmes objectifs qui sont posés, par exemple, par la présence d'un homme, Elon Musk, dans l'entourage du président élu, un homme qui est sans doute l'homme le plus riche du monde, un homme qui a des contrats avec le gouvernement américain qui se chiffrent à des dizaines et des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards de dollars. Et cet homme va avoir une fonction au gouvernement. C'est un problème de conflit d'intérêts. On ne devrait même pas avoir à poser la question. Bien. C'est quelque chose de tout bête. En nous cantonnant à la France, voilà, c'est-à-dire que vous pourriez me dire, mais les Français, que peut-on faire ? Vous avez, sauf erreur, 11 millions, presque 12 millions, je crois, d'abonnés à X en France. Je pense qu'on peut considérer, et je fais la morale à personne, je veux dire, moi-même, je ne l'utilise pas, mais je pense que j'ai quelque part un compte X, je ne suis pas très bon en réseaux sociaux, voilà, donc je ne fais la morale à personne, mais on peut considérer aujourd'hui que vous avez 12 millions de Français qui, en conservant ce compte X, signent un blanc-seing à Elon Musk. C'est-à-dire que si toutes les personnes qui sont choquées par cette situation résilier leur compte. Alors, il y a l'option soft de le mettre en silence. Je ne sais pas comment on dit, j'ai entendu, il y a plein de... Il y a le The Guardian qui a fait ça, West France, je crois qu'il l'a fait il y a quelques jours. Voilà, on ne ferme pas son compte, mais on ne publie plus rien dessus. Voilà, ça, c'est quelque chose de tout bête. Donc, je dirais... Moi, ce qui me semble toujours... C'est très facile de faire la morale. C'est très facile de considérer que les autres ont tort. Ça c'est à la portée de n'importe qui. Je dirais, notre société actuelle nous pousse à ça. On note des mariages à la télé, on note des plats, on note... Voilà, enfin, je veux dire... moi, quand j'étais jeune, il n'y avait que... à Dimanche Martin, où on notait les enfants qui chantaient et tout le monde avait 10. Voilà, je veux dire, c'était ça, ma génération. Votre génération ne vit pas la même chose que ma génération. Mais, une fois qu'on a dit ça, il y a encore des moyens de dire ça, moi, je ne suis pas d'accord. Et sur le plan du principe, je ferme mon compte. Vous voyez. Donc, il est indiscutable, me semble-t-il, qu'il y a un certain nombre de gouvernements dans le monde qui ne font pas les missions pour lesquelles ils ont été élus. Mais ce qui me paraît plus grave, c'est que dans la plupart des grandes démocraties occidentales, qui sont celles que je connais le mieux, eh bien, j'ai l'impression que des gens qui annoncent des choses qui devraient leur bloquer l'accès au pouvoir, justement, seront élus grâce à ça. Et donc, de ce point de vue-là, encore une fois, il faut s'interroger, lorsqu'on vote pour ces gens-là, les gens qui votent pour ces gens-là, vous n'allez pas me faire croire que ce sont tous des méchants. Voilà. Il y a toujours une minorité de crétins et de crétins méchants. Voilà, ça existe. Mais c'est forcément une minorité, de même qu'il y a une minorité de très gentils. Voilà, je veux dire, la majorité des gens sont comparables les uns aux autres. Donc, c'est s'interroger sur la question
de la place qu'on choisit d'occuper dans la société, des valeurs qui sont les nôtres et de ce que l'on est prêt à faire pour défendre ces valeurs. Et de ce point de vue-là, c'est une vraie différence avec moi, mes sujets de recherche, puisque je travaille sur une période qui n'est pas une période démocratique. Je travaille sur une période dans laquelle vous avez un pouvoir monarchique. Donc voilà, il y a une limite de ce point de vue-là, je dirais, dans l'enseignement que peut avoir le passé. La limite, elle n'est pas sur les mécanismes de pouvoir, qui sont vraiment les mêmes, qui sont très proches. Hein. C'est vraiment des choses que l'on trouve aussi bien à l'époque moderne qu'à l'époque contemporaine. Je prends souvent l'exemple dans mes cours de la question de la faveur du prince. La faveur du prince au XVIe siècle ou au XVIIe siècle. Telle qu'elle est définie par Corneille, par exemple, dans Cinna, où l'empereur convoque Cinna, qui complote contre Auguste, et Auguste lui dit « Mais Cinna, t'as pas bien compris, en fait, que ta position, elle n'existe que par le pouvoir que je te donne. » Et il lui dit, au milieu de la scène 1 de l'acte 5 de Cinna, il lui dit « Ma faveur fait ta gloire, et ton pouvoir en vient. Elle seule t'élève et seule te soutient. C'est elle qu'on adore et non pas ta personne. Tu n'as crédit ni rang qu'autant qu'elle t'en donne. Et pour te faire choir, je n'aurais aujourd'hui qu'à retirer la main qui seule est ton appui. » Retirer la main qui seule est ton appui. C'est ça qui est la faveur d'un prince à la Renaissance. Mais dans un système démocratique comme le système français, et je pense comme le système américain aujourd'hui, je dirais qu'on a 2 élections législatives qui nous montrent que c'est exactement le même principe que la faveur. C'est l'élection de 2017, de l'élection législative, où vous avez eu un raz-de-marée de candidats qui étaient dans la lignée d'Emmanuel Macron. Je veux dire, il aurait pu faire élire des chèvres, parce que c'était la marque Macron, vous aviez la marque Macron, et puis les candidats du Rassemblement national, il y a quelques mois, pareil, vous pouviez faire élire des chèvres dès lors qu'ils avaient le label Rassemblement national. Donc cette question de la marque, et je ne fais pas du tout là un propos, je dirais, qui se veut méprisant à l'égard des gens, ni ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, ni ceux qui ont voté pour le Rassemblement national en 2024. Hein. Encore une fois, le vote est secret, donc je ne vous raconterai pas mes votes, mais si j'analyse les votes que j'ai pu faire depuis 25 ans, je pense que j'entre bien dans cette catégorie du gars qui, très souvent, à minima, a voté pour une marque, c'est-à-dire qu'il a voté pour un parti pour lequel il croyait. Et il fallait vraiment, il aurait fallu même, je pense, je ne sais pas si le cas s'est présenté, pour que je ne vote pas pour ce représentant du parti, que le gars ou la fille soit vraiment problématique, vous voyez, pour que je me dise, ah ben non, là quand même, c'est d'accord, et c'est le parti que je veux soutenir, mais ce n'est pas la bonne personne. Et ben c'est la même chose pour la faveur. Vous voyez. Donc ça, je trouve, c'est un mécanisme, vous voyez, dans 2 systèmes politiques totalement différents. Le système de la faveur monarchique dans la France du XVIIe, ou l'Angleterre du XVIIe, ou l'Angleterre du XVIe, ou la France du XVIe, c'est vraiment le même principe que celui de la faveur, qui, je trouve, permet de bien comprendre d'où vient le pouvoir et cette notion de marque, encore une fois. C'est-à-dire que si vous avez la bonne marque, eh bien, si la bonne marque elle a été attribuée par le prince, c'est bon, vous aurez le pouvoir et tout le monde vous obéira. Et si vous avez la bonne marque du bon parti, eh bien, vous pourrez rafler la mise, qui que vous soyez. Aussi incompétent, et encore, c'est peut-être pas le pire, aussi je dirais, malhonnête que vous puissiez l'être également. Comment est-ce que vous concluriez cette filiation entre la politique de la Renaissance et la politique contemporaine ? Est-ce que le passé nous donne des leçons sur le présent ? Eh bien, alors, je pense que le passé nous donne des leçons sur le présent quand on a oublié le passé. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment une réalité, c'est pas une théorie qui est mienne, hein, c'est quelque chose qui est dit depuis très longtemps, qui est qu'on écrit toujours de quelque part. On écrit à partir d'un endroit, à partir d'un point de vue, et on n'écrit pas à Henri VIII en 2023, comme on écrit à Henri VIII en 1968, hein, le grand Henri VIII de référence qui a été publié par John Scarisbrick en Angleterre cette année-là. Et j'ai même envie de vous dire, pour bien montrer qu'on n'écrit pas de nulle part, que mon Henri VIII de 2023 n'est pas le même que celui que j'aurais écrit en 2021. Puisque en fait, je terminais mon travail sur cette Henri VIII de rédaction au moment où
Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. J'avais également avancé une bonne partie du travail au moment où Donald Trump était président des États-Unis. Et je m'étais aperçu, j'avais été frappé plutôt par quelques fondamentaux. C'est-à-dire qu'on croit toujours que le monde ne bougera pas. C'est-à-dire que je pense que si vous avez grandi dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, eh bien dans les décennies qui ont suivi, vous savez que la guerre est possible et vous avez un rapport au monde, un rapport à la puissance qui n'est pas celui d'un petit Français qui est né, on va dire, après la fin de la guerre d'Algérie, donc on va dire en 62, 63, et puis jusqu'aux années 2000. Voilà. C'est-à-dire que pour lui, la paix, c'est une évidence, la guerre, c'est loin, et de temps en temps, quand on est Français, on va aller faire la guerre un peu loin, on va soutenir des pays qui sont en guerre. Et là, je dirais, c'était un retour de l'histoire, comme on dit parfois, et avec l'idée d'une réalité qui est que eh bien, la question de la puissance et de la capacité à se défendre est une question qu'il ne faut jamais perdre de vue. Il est évident que je ne sais pas s'il y a quelque chose de pire que la guerre dans les inventions humaines, mais ce qui est certain, c'est que si vous êtes face à quelqu'un qui est décidé à vous faire la guerre et que vous n'êtes pas prêt à la faire, pas prêt intellectuellement ou pas prêt même militairement, eh bien vous serez dans une situation catastrophique. Et c'est cette réalité qui nous est qu'on s'est pris en pleine figure, je dirais, pour les plus naïfs d'entre nous, ou pour ceux qui n'étaient pas naïfs, mais disaient bon, ça n'arrivera pas tout de suite, ça arrivera, il est encore temps d'éviter ça. Et c'est ça qui est très frappant, et ce serait peut-être, pour conclure, par rapport à votre question, le parallèle qu'on peut faire dans cette question du portrait dont vous avez parlé également tout à l'heure, la manière dont les princes se représentent, c'est la manière, notamment dont les princes italiens de la Renaissance prennent le soin en fonction du contexte, de se représenter avec ce qui renvoie à la force militaire ou pas. Donc soit d'ailleurs ils font les deux. Peut-être que le plus intéressant, c'est Federico da Montefeltro, qui dans un portrait de Berrughete des années 1470 se représente en armure en train de lire, c'est-à-dire qu'il montre qu'il n'est pas un adepte de la force brute et d'elle seule, puisque c'est un prince humaniste qui a une très belle collection de manuscrits, mais il rappelle quand même qu'il est un chef de guerre en armure, et donc qu'il est capable de se défendre si on l'attaque. Et je dirais, c'est un peu la même chose dans tous les portraits, c'est la question des signes du pouvoir. C'est-à-dire que, d'ailleurs, plus le pouvoir est fort, moins il est besoin d'externaliser, de montrer de manière évidente ces signes du pouvoir. Et peut-être l'exemple le plus intéressant, c'est l'exemple quelques décennies plus tard du portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud, où il n'y a pas de doute sur la majesté du roi, mais il joue un petit peu avec les insignes du pouvoir, puisque dans ce grand portrait, encore une fois, qui est monumental, c'est-à-dire que même si vous n'avez aucune culture de la représentation princière en Occident, je pense qu'on voit tout de suite que c'est un prince. Mais vous voyez, par exemple, le sceptre est porté à l'envers, c'est-à-dire qu'il retourne le sceptre, la main de justice également est posée comme ça négligemment sur un petit tabouret, pas précieux, un précieux siège derrière. Voilà. Donc c'est toute la question de je dirais, du pouvoir, de la réalité du pouvoir et de la communication sur le pouvoir. Moi, comme universitaire, ma formation, et je mettrai en garde tous les étudiants qui peuvent nous écouter, contre quelque chose d'essentiel dans notre formation, celle que j'ai reçue et celle qu'on vous donne après l'avoir reçue, qui est l'importance de la rationalité. C'est-à-dire que, et qui nous rend, nous universitaires, beaucoup d'universitaires, tous ne sont pas comme ça,
qui nous rend faibles par certains aspects. C'est-à-dire qu'on considère, voilà, vous êtes évalué, vous travaillez, vous faites une bonne dissertation, vous avez une bonne note. Vous ne travaillez pas, vous avez une mauvaise note. Vous travaillez, mais vous ratez vos dissertations, vous avez une mauvaise note. Il y a cette idée que on forme avec l'idée que le monde fonctionne au mérite. Et en fait, une des grandes découvertes que j'ai faites en vieillissant, et sans doute que des gens plus malins que moi l'ont fait plus tôt que moi, mais c'est que le monde n'est pas gouverné par la raison. C'est, je crois, une leçon très importante que j'ai découverte, pour ma part, à 45 ans. Voilà, c'est que le monde n'est pas gouverné par la raison. Et qu'il y a une autre réalité qui est que... moi, j'ai longtemps cru que ce que je faisais parlait plus fort que ce que je disais. C'est-à-dire que ce qui était important, c'était les faits. Ce n'était pas le discours sur les faits. Et là encore, j'ai découvert assez récemment, je ne me montre pas un exemple, j'espère que beaucoup de gens sont plus précoces que moi sur cette question-là, c'est que la question de la communication sur ce qu'on fait est sans doute en fait aussi importante que ce qu'on fait. Pas pour réussir sa vie d'individu, mais pour réussir son insertion dans la société, on va dire. Et ça, les princes de la Renaissance l'avaient parfaitement compris. Donc ils faisaient, mais ils disaient ce qu'ils faisaient. Là, encore une fois, l'université nous apprend autre chose, nous apprend qu'il suffit de faire, et de faire bien, pour que les choses fonctionnent. Non, ça ne suffit pas de faire. Donc c'est une grosse erreur de croire que ce qu'on fait parle plus fort que ce qu'on dit. Donc la version négative, c'est ceux qui se contentent de dire et qui ne font rien, mais vous avez beaucoup de gens qui disent, qui ne font rien et qui réussissent. Mais quand on a fait, eh bien, je dirais, on a réalisé que la première étape. Une fois qu'on a fait, il faut dire ce qu'on a fait. Et c'est peut-être la leçon une des leçons de ces princes de la Renaissance, en plus de la leçon, je ne suis pas monarchiste, je vois tout à fait comment on pourrait transformer mes propos, je vous rassure, mais de cette monarchie, en fait, de cet absolutisme modéré tel qu'il se met en place sous François Ier, et qui est un absolutisme modéré sur le principe, parce que dans les faits, précisément, il est contraint. C'est-à-dire que François Ier, avec ses 4500 officiers, il ne peut pas gouverner un royaume de 16 millions de sujets, comme Louis XIV gouvernera le sien avec plus de 60 000 officiers, ou comme la République française peut gouverner le pays avec plusieurs millions de fonctionnaires. Voilà, donc cette idée de l'action, du discours sur l'action, d'une action qui, malgré ce que j'ai dit il y a quelques instants, doit être raisonnable. Ce n'est pas parce que le monde n'est pas gouverné par la raison qu'il faut s'y résoudre. Voilà, il faut se battre pour mettre le plus de raison possible, mais en ayant conscience que ça ne suffit pas. Voilà. Et que le discours de raison ne suffit pas à battre ceux qui n'ont pas un discours de raison, qui ont juste un discours qui, je dirais, encourage nos passions tristes, on va dire. Un grand merci à Cédric Michon pour avoir participé à ce premier épisode d'Enquête d'Axio. Un podcast réalisé à l'Université Rennes 2 par les étudiantes de la licence Humanité, dans le cadre d'un projet collectif coordonné par Cécile Corbel. Merci pour votre écoute et à très vite pour de nouveaux épisodes.